Tanguy Gaokuma Bekale fait partie des acteurs rompus aux négociations internationales qui ont porté la voix de l'Afrique lors de la conférence mondiale sur le climat. Le conseiller spécial du président de la République gabonais a pris la tête du groupe des négociateurs africains pour le climat à la suite de l'Égyptien Mohamed Nasr à l'issue de la COP25 en décembre 2019. C'est lui qui est par ailleurs directeur de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale et la personnalité sur la chaise de cette édition de l'interview, en marge de la Semaine africaine du climat 2022, abritée par son pays, le Gabon. Monsieur, bienvenue à cette édition de l'interview. Merci. Alors, le Gabon est parmi les meilleurs élèves inscrits dans le registre de la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Monsieur Tanguy Gaouma Bekale chuchote-t-il efficacement à l'oreille du président Ali Bongo? Alors, merci pour cette question. Alors, je vais malheureusement dire que c'est le contraire. Vous savez, le président Ali Bongo est lui-même personnellement impliqué sur les questions de changement climatique. Il l'a d'ailleurs un peu expliqué lorsqu'il a ouvert la Semaine africaine sur le climat, où il a dit que depuis 2009, depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême, il a vu son engagement sur les questions de préservation de la nature s'amplifier après avoir participé à la COP de Copenhague. Je me rappelle trois faits qui vont illustrer ces propos. La première fois que je le rencontre dans le cadre justement de mes fonctions de conseiller en matière de climat, il me dit qu'il veut que sa politique sur le climat ne soit pas celle de la main tendue. Il veut qu'elle soit celle d'un partenariat entre les pays développés et les pays en développement. Que le Gabon ne soit pas considéré comme une victime des changements climatiques, mais comme un partenaire. Et ça nous a énormément marqué. Au sortir de cette audience, nous avons justement démarré les travaux pour pouvoir mettre en place la première stratégie climat du Gabon, appelée le Plan national climat. Et nous avons continué une série de travaux sous la force de cette impulsion-là. La deuxième fois était en 2015, lorsque nous avons dû produire la première contribution déterminée au niveau national du Gabon, donc ce qu'on appelle communément les CDN. Cette contribution déterminée, lorsque nous avons sollicité ces instructions pour savoir dans quel sens le faire, il a dit « le Gabon doit faire partie de la solution ». Il a dit « quels sont les objectifs qu'il faut qu'on atteigne pour pouvoir faire partie de la solution ». On a dit « s'il faut que le monde réussisse en matière de changement climatique, il faut que le monde divise par deux ses émissions ». Et à partir de là, il nous a demandé de tout faire pour que les politiques publiques au Gabon soient conformes à cet objectif-là, qu'on divise par deux nos émissions, comme tous les autres pays. Et c'est pour ça que notre CDN a eu cet objectif de réduction de 50% de nos émissions en matière de CO2. Le troisième exemple, pour finir avec ça, c'est lorsque le Gabon a pris la tête du groupe des négociateurs africains. Donc à cette occasion, j'ai eu l'honneur d'être reçu cette fois par le chef de l'État, en compagnie du professeur Lee White, donc ministre de l'Environnement et des Forêts. Et encore une fois, ces instructions ont été très claires. C'est le Gabon doit tout faire pour que l'Afrique soit au cœur des problématiques climat, donc au sein des Nations Unies, que l'Afrique soit considérée comme un pion important de ces négociations climat. Et la deuxième chose, c'est que les négociations climat soient également au cœur des priorités africaines. Et ça a déterminé tout le mandat du Gabon. Les 2 ans que le Gabon a passé à la tête du groupe des négociateurs, nous n'avons eu cesse que de faire ça et de respecter les instructions du président. La Semaine africaine du climat que le Gabon a accueillie du 29 au 2 septembre 2022 peut-il être considéré comme un tournant décisif de la prochaine COP, la COP 27 en Égypte? Alors, vous savez, ce n'est pas une surprise. Les COP qui se déroulent en Afrique sont considérées par défaut comme des COP africaines. Donc, dès l'annonce de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, l'attention s'est portée vers l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique va faire lors de cette COP-là? Et tous les événements qui se déroulent en Afrique donc, sont regardés avec cet angle de vue. Ce qui est en train de se dérouler au Gabon, cette Semaine africaine sur le climat, est l'événement le plus important sur la thématique climat organisé en Afrique, avec ces 2000 participants inscrits à ce jour, avec près de 1200, 1300 qui viennent de l'étranger. C'est le plus important événement à part la COP. Donc aujourd'hui, cette plateforme, donc cet échange qui est en train de se dérouler, va être au cœur de ce qui va se passer à la COP27. Ça va être un tournant décisif et grâce auquel nous avons impliqué plus que ceux qui sont d'habitude, donc les négociateurs, nous avons impliqué la société civile au sens large, donc les universitaires, les institutions financières, les banques, les agriculteurs, les élèves. Nous avons vraiment
mis ensemble tout le monde pour qu'ils puissent débattre des solutions qui sont souvent, pour lesquelles souvent ils ne sont pas consultés et comprennent pendant les COP. Et là, ils ont la chance de pouvoir donner un message qui va être porté pendant les COP et sur la base duquel, justement, de nouvelles décisions seront prises. Vous avez indiqué il y a peu qu'en Afrique, le nouvel objectif en matière de financement doit être de 700 milliards de dollars par an et non plus de 100 milliards de dollars comme initialement prévu. Sur quoi vous basez-vous pour justifier cet argumentaire? Alors, c'est un argumentaire qui provient de l'histoire des négociations. Dans l'histoire des négociations, la première fois que les pays développés ont fait la promesse de financer, de supporter les pays en développement, c'était à Copenhague. À Copenhague, pour la première fois, ils se sont mis d'accord et ils ont dit, sans aucune étude, nous allons donner 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour assumer notre responsabilité face à la crise planétaire que nous avons créée. Voilà ce qui a été dit à Copenhague. Copenhague, c'était 2009, nous sommes en 2022, ça fait 13 ans que cette promesse a été faite, qui avait déjà été faite sans aucune étude à l'époque, donc c'est un engagement politique pour construire la confiance entre les pays en développement et les pays développés, donc établir le dialogue, faire confiance, et c'est une forme pour eux d'assumer leurs responsabilités. Les études maintenant qui sont faites aujourd'hui disent que ce chiffre-là n'était déjà pas le bon chiffre. Et pire, il est obsolète, il est vieux, et il doit être remplacé par aujourd'hui ce qui a été publié dans les contributions déterminées des pays africains. Les pays africains tout seuls, donc qui font partie du groupe des G77 plus la Chine, donc qui englobe tous les pays en développement, mais seulement les 54 pays africains, on a estimé sur la base des contributions déterminées au niveau national que nous avons besoin plutôt de 700 milliards de dollars par an pour combler le gap et pouvoir se renforcer face au changement climatique. Donc c'est le chiffre à partir duquel nous souhaitons travailler. Vous savez que dans le cadre de l'accord de Paris, à partir de 2025, il doit justement avoir un nouvel objectif de finance. Donc l'objectif de 100 milliards de dollars par an court jusqu'en 2025 et malheureusement il n'est toujours pas atteint. Mais il court jusqu'en 2025 et à partir de 2025, nous devons avoir le vrai objectif à long terme en matière de finances. Donc les travaux vont commencer pour pouvoir définir quel est le vrai chiffre sur lequel les pays en développement et les pays développés doivent s'accorder et qui va montrer la responsabilité et le support qu'ils vont apporter à des pays africains comme le Gabon. N'est-ce pas une chimère si les 100 milliards de départ déjà n'ont jamais pu être distribués dans les faits? Multiplier le chiffre par 7, comment on fait pour y arriver? Alors, nous ne l'avons pas multiplié. Nous avons fait une évaluation indépendante des besoins de l'Afrique. Et nous souhaitons que ce chiffre-là soit porté lors des négociations. Les négociations sont des discussions, donc nous devons avoir notre argumentaire. Aujourd'hui, nous l'avons construit. Nous avons une évaluation qui est solide. Et nous attendons de la part de nos partenaires une discussion franche et sincère pour savoir quel va être réellement le chiffre qui pourra permettre à l'Afrique de se développer sans pour autant subir trop négativement les impacts du changement climatique. Il faut savoir que l'Afrique n'est pas responsable de la situation, mais nous ne pouvons pas faire comme si elle n'existait pas. Donc d'ores et déjà, les pays africains ont pris des mesures fortes pour pouvoir non pas réduire, mais au moins limiter l'expansion de leurs émissions. Donc nous sommes déjà en train d'obérer notre capacité de développement pour pouvoir permettre à la planète de continuer à vivre. Donc nous prenons des décisions, pas pour nous, pas à cause de nous, mais par respect pour l'ensemble des populations sur Terre. Mais nous demandons une transition juste, une transition qui soit supportée par nous, mais également par les responsables de la solution. Donc il est hors de question que nous n'ayons pas une discussion là-dessus et que nous ne mettons pas tout ce qu'il faut pour que ces financements-là soient réels et concrets quand il le faudra. Le Gabon a amorcé un virage décisif en vue de diversifier son économie qui a trop longtemps été aux dépens du pétrole. En ligne de mire, l'agro-industrie, est-ce que ça fait peur à Tanguy Gaoukouma Bekale si attaché à l'environnement quand on sait que l'agro-industrie est gourmande en terre, en forêt? Effectivement, nous avons, sous l'impulsion du président de la République, nous avons amorcé un plan de diversification de l'économie. Donc ce plan a pris ses racines dans le plan stratégique Gabon émergent où nous avons identifié toutes les poches de développement possibles. Donc il a été petit à petit actualisé. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le PAT, donc le plan d'accélération de la transformation qui reprend les bases du PSGE. Dans ce plan-là, nous avons identifié les secteurs phares. Aujourd'hui, le Gabon importe énormément, plus de 100 milliards de francs CFA par an de produits alimentaires.
Donc il est hors de question de continuer pour devenir émergent, pour devenir autonome, il est hors de question de continuer sur cette base-là. Donc le président de la République a orienté une grosse partie de la diversification de l'économie sur l'agro-industrie. Un, pour pouvoir avoir les produits de base qui nous permettront de nous alimenter, et deux, pour créer une ressource pour notre économie. Donc au début, nous avons commencé en 2011-2012 avec beaucoup d'agro-industries telles que le palmier à huile, l'EVA, etc. Et très rapidement, nous avons corrigé parce que les premiers champs agricoles ont effectivement causé des dommages à l'environnement. Nous avons rectifié tout de suite et le Gabon s'est doté d'un plan d'affectation des terres. Donc nous avons mis en place un outil qui oblige maintenant toute exploitation agricole à avoir le visa de cette Commission nationale d'affectation des terres pour garantir qu'un certain seuil de carbone est bien respecté. Donc, nous avons interdiction d'autoriser des exploitations agricoles dans des zones à forte densité de carbone. Donc, c'est interdit. Nous vérifions aussi la compatibilité donc, des sols avec l'usage qui va être fait et l'impact sur les populations. Donc, nous avons 3 thématiques sur lesquelles nous travaillons pour chaque projet agricole désormais au Gabon. Et vous pouvez voir que plus aucun projet agricole n'a un impact sur l'environnement. Nous avons défini un seuil de carbone qui est de 115 tonnes à l'hectare. Donc nos forêts vont jusqu'à 400, 500 tonnes de carbone à l'hectare. Donc nous avons défini un seuil et nous n'autorisons aucune exploitation agricole au-dessus de 115 tonnes de carbone à l'hectare. Est-ce que ce seuil-là peut aider le Gabon à atteindre son objectif qui est de devenir tout au moins 3e producteur d'huile de palme? Oui, nous avons... C'est pas limité, par exemple? Non, nous avons identifié 5 millions de terres arables qui respectent ce seuil-là. Donc les 5 millions de terres arables sur le territoire gabonais fait 26 millions d'hectares. Les forêts représentent 23. Mais dans les forêts, il y a des forêts qui sont très dégradées déjà. Parce qu'elles sont autour des villages. Et vous savez, on a pratiqué l'agriculture itinérante depuis plusieurs siècles. Donc ces forêts déjà ne sont plus des forêts primaires, comme on l'appelle. C'est des forêts secondaires, des forêts dégradées. Donc nous avons défini des périmètres agricoles autour des 2500 villages que le Gabon a, également le long des grandes infrastructures routières et dans les zones de savane ou de lisières de forêt où il n'y a pas de forêt à forte valeur de carbone. Donc l'agriculture va être uniquement dans ces zones-là. Il n'y a plus question de déforestation. Nous avons d'ailleurs signé des protocoles internationaux, que ce soit avec la Norvège. Nous avons une loi en cours de ratification sur les changements climatiques qui va prendre en compte ces nouveaux seuils. Et maintenant, ce n'est plus une orientation politique, ce sera maintenant une obligation juridique et légale de respecter cette orientation. Le Gabon, le Cameroun, le Congo, en gros, le bassin du Congo, 2e poumon de la planète après l'Amazonie, ne devrait-elle pas être dédommagée spécialement à hauteur de ce qu'elle mérite? Ceci dans les délais quand même. La question du dédommagement est effectivement une des grandes priorités pour un pays comme le Gabon. Vous savez que la position de nos partenaires est que ce sont des ressources naturelles pour lesquelles l'homme n'a pas eu une grande action. C'est comme le carbone dans les océans. Les 2 grandes sources de carbone au monde, c'est le carbone forestier et le carbone dans les océans. Donc, une des positions qui est très forte, c'est de dire ce sont des poches de carbone, des réservoirs de carbone naturels. L'homme n'a aucun impact dessus, donc il n'y a pas de rémunération à donner à ces pays-là. Donc, aujourd'hui, on est en train de prouver, avec la trajectoire qu'a prise tous les autres pays qui possèdent des forêts tropicales, donc que ce soit du côté de l'Amérique latine ou du côté de l'Asie, etc., que tous les pays forestiers au monde ont connu une trajectoire avec une forte déforestation. Et aujourd'hui, les massifs forestiers, les 3 massifs forestiers au monde, il n'y a maintenant que celui du bassin du Congo qui continue à stocker le carbone. Les études scientifiques récentes montrent que même l'Amazonie séquestre aujourd'hui moins de carbone que le bassin du Congo, pourtant avec une superficie quasiment 3 fois supérieure au bassin du Congo. Donc il y a eu un effort, il y a eu une position, il y a eu une stratégie qui a fait en sorte que nous continuons à observer que nos forêts soient toujours intactes. Et donc, nous sommes en train de prouver dans les discussions justement que, par exemple, depuis Copenhague, lorsque le président a pris la décision par la suite d'interdire l'exportation de bois en grumes, a pris la décision il y a 3-4 ans de certifier toutes les forêts du Gabon, on est en train de montrer que toutes ces décisions-là ont permis en fait de préserver la forêt. Et si on remonte même à plus longtemps dans le passé, toutes les décisions qui ont été prises
en matière de protection de la forêt ont permis, par exemple depuis Copenhague, de stocker plus de 1,5 milliard de tonnes de carbone dans nos forêts. Et ça, c'est des décisions politiques, ce n'est pas un processus naturel. Parlons de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale dont vous êtes le directeur général. Le gouvernement a sélectionné l'agence de recherche spatiale japonaise pour développer son projet de satellite. À quel niveau se trouve actuellement ce projet? Donc, nous avons effectivement la volonté maintenant, dans notre plan stratégique, dans notre livret blanc sur le spatial, notre première étape était de pouvoir dompter les données satellites. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de changement climatique, de développement durable, sans avoir la capacité de monitorer nous-mêmes nos écosystèmes. Donc aujourd'hui, ça a été la première étape. Nous avons donc construit cette station de réception directe qui se situe à Hancock, dans la zone économique, qui a la capacité aujourd'hui de pouvoir surveiller 17 pays, de pouvoir surveiller l'ensemble du bassin du Congo et de produire des données fiables, aujourd'hui scientifiques et qui sont acceptées par tout le monde. C'est la première étape. La deuxième étape est maintenant de se diriger vers le spatial. Nous avons donc ajouté des antennes supplémentaires avec des partenaires et aujourd'hui, nous avons commencé un deuxième métier, c'est celui de pouvoir commander des satellites depuis ici. Donc aujourd'hui, lorsque des satellites sont lancés, lorsque des fusées sont lancées, par exemple depuis les États-Unis, nous avons le rôle maintenant, lorsqu'ils traversent cette partie du monde, de pouvoir faire de la télémesure pour orienter et s'assurer qu'ils sortent de l'atmosphère sans aucun problème. La troisième et dernière étape, donc c'est celle dont vous parlez, est maintenant d'accéder à l'espace. Puisque nous louons aujourd'hui, pour pouvoir monitorer nos territoires, nous louons des espaces à des compagnies étrangères. Donc nous sommes encore dépendants de ces compagnies étrangères et notre volonté est de nous autonomiser et de faire en sorte que nous puissions avoir les satellites. Donc on va commencer avec cette phase qui est très scientifique, très universitaire, donc de nanosatellites. Nous avons lancé l'appel d'offres, nous avons identifié le prestataire et nous allons commencer donc les premières études pour designer quels sont les CubeSats que nous allons utiliser, quels sont les capteurs qui seront à l'intérieur. Et la dernière phase sera donc la construction effective de ces satellites pour leur lancement avec nos partenaires déjà identifiés. L'AGEOS, c'est l'un des 6 sites choisis par l'Union africaine pour abriter un projet de centre d'excellence de pêche en Afrique. Dites-nous où en est le projet à l'heure actuelle? Alors, le projet de centre d'excellence est donc mené par l'Union africaine. L'Union africaine a identifié le Gabon comme potentiellement capable de recevoir. Nous avons l'année dernière donc reçu tous les experts de l'Union africaine qui ont procédé à une analyse complète, à un audit du système de la GEOS et donc qui ont validé les compétences de la GEOS pour pouvoir effectivement faire de la surveillance maritime pour la pêche. Donc, les prochaines étapes sont la signature maintenant de la convention entre le gouvernement gabonais et l'Union africaine avec la définition concrète du cahier des charges, qu'est-ce qui va être la responsabilité de l'un et de l'autre. Et nous, par contre, en termes d'équipement, nous avons déjà identifié les équipements nécessaires et nous sommes prêts, lorsque cette convention sera signée, à mettre en place le système de surveillance maritime en faveur de la pêche. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous également. Et restez en compagnie des éditions d'information et de magazines de votre chaîne d'Africa 24.